Bonjour, je suis le professeur Alessandro Villa. Je vais présenter le cours de biophysique des membranes cellulaires. C'est un cours qui sera donné en collaboration avec le professeur Alim Louis Benabid. En fait, on s'est partagé le cours de telle manière à ce que je vais vous présenter la première partie du cours, qui comportera notamment le premier chapitre sur les fondements physico-chimiques, le deuxième sur les caractéristiques des membranes cellulaires, essentiellement des caractéristiques basées sur leurs propriétés physiques et chimiques. Troisième volet du cours, ce sera le volet qui va parler des propriétés des milieux aqueux, parce que la membrane cellulaire est en fait une structure qui sépare deux milieux aqueux, le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Ensuite, dans le quatrième chapitre, on abordera le problème du potentiel de membrane. On va voir que l'électricité est une caractéristique essentielle de la vie, et on va voir de quelle manière l'électricité joue un rôle essentiel pour déterminer les propriétés des membranes biologiques. Cinquième chapitre sera un chapitre dédié aux neurones. Le neurone étant une cellule particulière, puisque la membrane de cette cellule a des propriétés absolument remarquables, et donc on verra de quelle manière ces propriétés vont être déterminantes pour la fonction du neurone. Et finalement, on terminera avec un chapitre sur les récepteurs sensoriels, et donc on verra quelles propriétés de membrane peuvent être associées à des caractéristiques pour la perception des énergies externes, c'est-à-dire la transformation des énergies du milieu externe en une source d'information pour la cellule. Merci. Alors, le cours de biophysique des membranes cellulaires s'articule en 6 chapitres. Le premier parlera des fondements physico-chimiques, le deuxième des caractéristiques des membranes biologiques, le troisième des propriétés des milieux aqueux, le quatrième du potentiel de membrane, le cinquième le cas d'une cellule particulière, c'est le neurone, et le sixième chapitre parlera des récepteurs sensoriels. Le premier chapitre, les fondements physico-chimiques, s'articule en 4 sous-chapitres principaux. Tout d'abord une introduction, ensuite un bref rappel de la structure atomique, finalement un troisième sur l'électrostatique, qui est un chapitre très important pour les propriétés des membranes, et le quatrième sous-chapitre sur les forces d'interaction interatomiques et intermoléculaires. Alors le premier chapitre, les fondements physico-chimiques. Alors tout d'abord, l'importance des phénomènes physiques. Alors lorsqu'on parle de la membrane des cellules, il est important de comprendre qu'il y a une association très étroite entre la structure et les fonctions. En fait, il faut parler toujours de transfert transmembranaire, étant donné que la membrane est une structure cellulaire très particulière. Elle est caractérisée par un certain nombre de phénomènes physiques qui sont en particulier l'électricité et le magnétisme. Étant donné qu'on va parler de ces phénomènes physiques associés à la vie, à la cellule vivante, on va parler de bioélectricité, de biomagnétisme. La troisième caractéristique physique très importante pour la membrane cellulaire, ce sont les phénomènes de surface. Tout ceci permet finalement d'aboutir à un des rôles essentiels des membranes cellulaires, c'est-à-dire celui de la communication entre les cellules. On parlera donc de communication intercellulaire. Alors tout d'abord, on va voir que l'électricité, c'est la vie. En effet, lorsqu'on va parler de biologie, la science qui étudie la vie, la science du vivant, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on parle aussi d'électricité. En effet, l'électricité, on va le voir tout au cours de ce chapitre, est fortement associée au phénomène vivant. Alors tout d'abord, un petit historique, à savoir à quel moment on a commencé à associer électricité et vivant. Alors on connaît depuis l'Antiquité que les anciens Romains utilisaient les organes électriques des poissons pour lancer des secousses électriques qui permettaient de traiter certaines pathologies. Alors comment se fait-il que des poissons puissent générer des courants électriques? Eh bien cela est une propriété des fibres musculaires lisses, aplaties, qui peuvent effectivement produire des secousses électriques de 1 à 100 volts. Deuxième volet, les effets biologiques de l'électricité. En fait, il y a 3 effets biologiques principaux. Tout d'abord, la stimulation électrique. En fait, et quand on parle de stimulation électrique, bien entendu, on va se rapporter aux études de Volta, qui fut le premier à décrire de manière précise et quantitative le phénomène de l'électricité.
Deuxième, ce sont les effets thérapeutiques. En effet, on peut utiliser l'électricité pour traiter certains symptômes, que ce soit au niveau neurologique par des stimulations cérébrales profondes, ou bien à un niveau, disons, plutôt de l'ensemble de l'individu, avec de secousses électriques et de chocs électriques dans le cas de certaines pathologies psychiatriques. Troisième, bien entendu, connu de tout le monde, ce sont les accidents. Lorsqu'on va se faire secouer par l'électricité, eh bien, on sait que la plupart du temps, on a des problèmes. Et ce sont des problèmes divers et bien entendu, lorsqu'on va être foudroyé, on a encore des problèmes. Alors pourquoi tous ces accidents? Eh bien, étant donné que l'électricité joue un rôle prépondérant dans les phénomènes du vivant, lorsque les secousses électriques interfèrent avec les champs électriques qui se trouvent normalement dans nos cellules, ceci va provoquer des accidents. Alors la théorie cellulaire est la théorie qui s'est développée au cours du 19e siècle et qui a permis de déterminer de façon précise quelle était la structure des cellules. Alors tout d'abord, on va rappeler 4 personnages importants dans cette théorie. D'abord celle de Schwann, qui en 1839 fit la première description de la cellule. Ensuite celle de Cajal, Santiago Ramón y Cajal, qui en 1888 fut le premier à décrire la contiguïté nerveuse. Celle de Waldeyer, quelques années plus tard, en 1891, qui fut le premier à décrire vraiment les neurones, et celle de Sherrington en 1897, qui parla des synapses. Alors tout ceci nous amène encore une fois à mettre l'accent sur le rôle essentiel de la membrane, qui est celui de la communication. Donc la membrane, c'est un lieu d'échange. Avant tout. La membrane est une structure cellulaire qui sert à essentiellement la communication entre quoi? Entre deux milieux. Le milieu intracellulaire, celui qui se trouve à l'intérieur, et celui qui se trouve à l'extérieur, qui s'appelle le milieu extracellulaire. Les milieux intracellulaires et extracellulaires sont des milieux aqueux. Et donc, c'est absolument important de voir quelles sont les propriétés de ces milieux, et ça sera d'ailleurs un des thèmes des chapitres qu'on va voir par la suite. La membrane cellulaire n'est pas une barrière. Ça, c'est vraiment très important, c'est un concept essentiel. La membrane cellulaire est une interface bidirectionnelle. Elle permet donc des échanges dans les deux directions, de l'intérieur vers l'extérieur, et bien entendu de l'extérieur vers l'intérieur. Donc si c'est un lieu d'échange, qu'est-ce qu'on va échanger? Eh bien on va échanger des substances, c'est-à-dire faire passer et transporter des ions et des molécules, transformer des molécules qui, pendant ce passage de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur, vont se retrouver changées, parfois dans leur structure chimique, parfois par l'adjonction aussi de certaines particularités, notamment des transformations au niveau de la polarisation. Et finalement, tout ceci, c'est quoi? C'est une transmission d'informations. Maintenant, dans les fondements physico-chimiques, on va parler de la structure atomique. Un bref rappel. Alors, dans les caractéristiques des atomes, il faut se rendre compte que les propriétés physico-chimiques des solutions découlent de ces propriétés. Donc, les caractéristiques des atomes vont jouer un rôle essentiel. Alors tout d'abord, le numéro atomique. Eh bien, le numéro atomique, c'est le nombre de protons situés dans le noyau. Et qu'est-ce que c'est un isotope? Eh bien, l'isotope est un atome ayant le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons pouvant varier. Alors, le tout premier modèle atomique, c'est le modèle atomique de Niels Bohr, est un modèle qui considérait le noyau au centre d'orbite circulaire. Les éléments les plus stables avaient été reconnus comme étant les gaz rares. Alors, qu'est-ce qui caractérisait ces éléments? Eh bien, c'est la couche externe, la plus externe de ces atomes. Elle était caractérisée par le fait qu'il se trouvait 8 électrons, sauf dans le cas de l'hélium où il n'y en avait que 2. Alors, dans le modèle de Niels Bohr, comme vous voyez dans cette figure, on avait pu déterminer jusqu'à 6 couches, 6 orbites successives. Donc, la plus interne, c'était l'orbite dénommée K. Ensuite, il y avait l'orbite L, l'orbite M, N, O, P. P étant la plus externe par rapport au centre du noyau. Eh bien, on voit que dans ces gaz rares, que vous voyez ici, hélium, néon, argon, krypton, xénon et radon,
eh bien on voit que la couche la plus interne, elle a toujours 2 électrons, et la couche la plus externe en a toujours 8. Et ensuite, à l'intérieur, les couches intermédiaires ont un nombre d'électrons qui peut varier en fonction de la taille et de la caractéristique de l'atome. Le contact d'un atome avec un autre atome, bien entendu, c'est celui qui va permettre de définir les propriétés chimiques. Donc, s'il y a contact entre 2 atomes, c'est bien entendu la couche la plus externe qui va jouer le rôle le plus important. Donc, la structure électronique des couches les plus externes est l'élément essentiel pour pouvoir comprendre les propriétés chimiques des liaisons, qu'on va voir dans quelques instants. Et aussi se rendre compte que s'il y a des changements sur ces orbites les plus externes, par exemple ces orbites ne contiennent pas 8 électrons, on se trouve dans une situation qui est différente de celle des gaz rares. Il y aura donc des forces d'attraction, parfois de répulsion, on va aussi voir ça rapidement. Et ces différentes forces vont être à la base de phénomènes qui sont celui des regroupements et des liaisons chimiques. Alors, toujours dans le chapitre de la structure atomique, on va voir maintenant le modèle qui est devenu en fait le modèle de référence après Niels Bohr. C'est en fait un autre modèle, c'est le modèle de la mécanique quantique qui a été initialement proposé par Wolfgang Pauli. Alors, quelle est la différence essentielle ? Eh bien, dans ce modèle de la mécanique quantique, les électrons ne sont pas placés simplement dans des orbites, mais ils sont placés dans des couches qui correspondent à des niveaux d'énergie. Ce sont des niveaux d'énergie spécifiques, et chaque niveau d'énergie est subdivisé en orbitales. Alors, les orbitales portent des noms caractérisés par des lettres minuscules, S, P, D, F. Alors, ces orbitales comportent respectivement des nombres impairs de cases quantiques, chaque case pouvant être occupée au maximum par 2 électrons ayant des spins opposés. Donc le spin est une propriété, elle peut être dans un sens ou dans l'autre, mais étant donné qu'il n'y a que 2 sens possibles, le sens droit et le sens opposé, eh bien il n'y aura que 2 électrons qui peuvent occuper une case quantique. Donc dans le cas d'une orbitale de type S, il y aura une case quantique, une orbitale de type P, il y aura 3 cases quantiques, une orbitale de type D, il y en aura 5, et une orbitale de type F, il y en aura 7. Toujours, bien entendu, c'est le contact d'un atome avec un autre qui va déterminer les propriétés chimiques de la liaison, et c'est bien entendu la structure électronique des couches les plus externes qui joue le rôle le plus important. Les éléments les plus stables sont les gaz rares. Ceci n'a pas changé quand on est passé du modèle de Niels Bohr au modèle de Wolfgang Pauli. Mais maintenant, on va se rendre compte que la structure est un peu différente. En effet, lorsqu'on va regarder les échelles des énergies, on se rend compte qu'il y a 2 orbitales particulières qu'il faudra regarder attentivement. Ce sont les orbitales S et P. Alors, regardons un peu ce tableau. Dans ce tableau, on voit à l'horizontale une échelle qu'on peut assimiler à une échelle des énergies. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque 2 lignes dans ces échelles des énergies, celle des sous-couches et celle des nombres de cases quantiques. Alors, dans le cas de l'hélium, nous avons une seule sous-couche, la sous-couche 1s, le nombre de cases quantiques étant égal à 1, puisque l'orbital S n'a qu'une case quantique, et donc il n'y aura que 2 électrons au maximum. Dans le cas du néon, nous avons toujours la couche la plus interne, celle qui a l'énergie, disons, la plus faible, c'est toujours 1s, et ensuite on aura, là, dans la deuxième sous-couche, on aura 2 orbitales, l'orbital S et l'orbital P. Alors l'orbital S, comme toutes les orbitales S, n'a qu'une seule case quantique, donc on aura 2 électrons maximum. Par contre, les orbitales P, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le modèle de Pauli, peuvent avoir 3 cases quantiques. Donc 3 cases égale 6 électrons maximum, 6 plus 2, 8. Donc dans le cas du néon, on aura aussi 8 électrons dans la couche la plus externe. Ainsi de suite, si on passe dans l'argon, on se rend compte qu'il se trouve une 3e couche avec les 2 orbitales S et P, et encore là, on aura 8 électrons dans la couche la plus externe. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on passe à des atomes qui sont de plus en plus lourds, mais toujours dans la série des gaz rares, vous vous rendez compte que, par exemple, dans le cas du krypton,
eh bien on aura une structure assez compliquée, puisqu'on aura effectivement les deux orbitales 4s et 4p qui vont définir en quelque sorte la quatrième couche principale, mais en fait on se rend compte qu'il y a une autre orbitale, la sous-couche 3d, qui théoriquement devrait faire partie de la troisième, mais qui est à un niveau d'énergie tellement élevé qu'il va se placer entre la 4s et la 4p. Et donc dans ce cas-là, on aura une case quantique pour l'orbitale s, 5 cases quantiques pour l'orbitale d, 3 cases quantiques pour l'orbitale p. Ça sera 1 plus 5, 6, plus 3, 9, fois 2, puisqu'on peut toujours avoir que 2 électrons par orbitale, et donc 18 sur la couche la plus externe. Et ainsi de suite pour les autres gaz rares, le xénon et le radon. Maintenant, on va parler de l'électrostatique, et en particulier, on va d'abord faire quelques définitions qui nous vont servir de référence pour la suite de ce chapitre. Alors tout d'abord, rappelons quelque chose que l'on connaît bien, c'est-à-dire qu'il existe uniquement deux espèces de charges électriques. Par convention, on va les appeler des charges positives et négatives. Les corps portant des charges électriques d'un même signe se repoussent, les corps portant des charges électriques de signe contraire s'attirent. L'électricité est de nature atomistique. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que toutes les charges, aussi bien positives que négatives, sont constituées d'un grand nombre de charges élémentaires. C'est-à-dire, ce sont des charges indivisibles de même grandeur. Alors, quelle est cette grandeur élémentaire? C'est la charge de l'électron, qui est égale à une certaine valeur qui a été déterminée. Cette charge, que très souvent, conventionnellement, on va l'appeler Q, est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, qui est donc le coulomb est l'unité qui nous sert pour déterminer la charge électrique. Alors, telle est la grandeur de la charge négative pour l'électron, qui est la même que celle du proton, mais cette fois-ci, elle sera de signe positif. Maintenant, qu'est-ce que c'est un corps électriquement chargé? Eh bien, c'est un corps dans lequel le nombre de charges élémentaires d'un certain signe est supérieur au nombre de charges élémentaires de l'autre signe. Le corps électriquement neutre est un corps dans lequel les charges de différentes parités sont en quantité égale. Donc, ceci ne nous renseigne pas du tout sur le nombre total de charges qui se trouvent dans le corps. Simplement, on sait qu'il y en a autant négatives que de positives. Un ion, c'est un atome ou molécule ayant un excès de charges électriques d'un même signe. Et la valence d'un ion est l'excédent de charges élémentaires qu'il contient. Maintenant, qu'est-ce que sont les conducteurs? Les conducteurs sont les corps dans lesquels les particules chargées, électrons ou ions, peuvent se déplacer librement. C'est le cas par exemple des métaux, des électrolytes ou des gaz ionisés. Qu'est-ce que c'est les diélectriques? Alors les diélectriques sont des corps dans lesquels les particules chargées ne peuvent pas se déplacer librement et leur mouvement est localisé autour de certaines positions d'équilibre. Maintenant, une loi très importante en électrostatique, c'est la loi de conservation des charges électriques. Alors, voyons tout d'abord l'énoncé de cette loi. Alors, dans un système fermé, quels que soient les processus qui s'y déroulent, la somme algébrique des charges positives et négatives ne varie pas au cours du temps. Ceci équivalent à dire qu'on ne peut modifier la charge électrique totale d'un système fermé seulement en lui apportant de l'extérieur ou bien en lui enlevant des charges électriques. Alors maintenant, on va voir ça un peu plus près, de manière quantitative. Maintenant, considérons un certain volume délimité par une surface fermée et un élément de surface qu'on va appeler ds. Alors, si vous voyez sur ce schéma, cet élément de surface ds, eh bien, on aura un certain vecteur, un vecteur particulier qu'on va appeler le flux d'induction, le vecteur d. Et qu'est-ce que dit la loi de conservation? Le flux d'induction électrique sortant d'une surface fermée est égal à la charge contenue dans le volume. Alors ici, vous voyez sur ce schéma, le vecteur n, c'est le vecteur perpendiculaire, donc la normale à cette surface, à cet élément de surface, et vous voyez l'élément d. Et donc, on pourra
en regardant le sens vectoriel de ce vecteur D, que l'on pourra écrire la chose suivante, que ds, en termes de vecteur, est égal à n vecteurs fois ds. Maintenant, considérons un volume délimité par une surface fermée et un élément de surface, c'est-à-dire le même élément de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le cas particulier d'un volume qui est la sphère. Alors, considérons maintenant une charge ponctuelle au centre de cette sphère. Alors, vous voyez dans le dessin, on a notre élément de surface ds, la charge Q qui est au centre de la sphère ayant un rayon R. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire, si on reprend la définition de tout à l'heure, que l'intégrale sur toute la sphère, donc sur la surface entière de la sphère, de D, qui est égal au vecteur d'induction, fois ds, qui est l'élément de surface, le vecteur de l'élément de surface, eh bien ceci sera égal à Q. Donc l'ensemble de tous les vecteurs d'induction intégrés sur la superficie de cette sphère. Alors maintenant, en connaissant quelle est la surface de la sphère, on pourra simplement dire que l'élément, disons la charge ponctuelle de la sphère qui se trouve à l'intérieur, Q, sera égal au vecteur d'induction D fois 4pi r carré. Alors maintenant, on va pouvoir écrire la chose suivante. Le vecteur d'induction D est égal à Q divisé 4pi r carré fois le vecteur normé en fonction du rayon. Donc, ceci est ce qu'on appelle le vecteur d'induction électrique. Maintenant, regardons ce qui se passe dans un système où il y a plusieurs charges. Ici, on a 3 charges, Q1, Q2 et Q3. Q1 est une charge positive, Q2 est négative et Q3 est positive. Eh bien, on va voir que l'on peut, à un moment donné, indiquer quel est le vecteur d'induction dans un point quelconque de l'espace. Alors, vous voyez que le vecteur d'induction dans ce point dû à la charge Q2, ça sera le vecteur rouge D2. Le vecteur d'induction dû à la charge Q3 sera D3. Alors, remarquez aussi le signe de ces vecteurs. Lorsque la charge est négative, le vecteur pointe vers la charge. Lorsque la charge est positive, le vecteur pointe dans le sens opposé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire la composition de ces vecteurs. En fait, l'induction du champ résultant du système de charge est égale à la somme vectorielle des inductions créées séparément par chaque charge en l'absence des autres. Ceci est très très important. On peut simplement dire ceci sous forme vectorielle. Donc la somme vectorielle de tous les vecteurs d'induction est égale au vecteur d'induction du champ résultant. C'est bien ce qu'on appelle le principe de superposition. On va maintenant examiner, à partir des notions qu'on vient de voir d'électrostatique élémentaire, comment on peut passer maintenant à la définition de champ électrique de la loi de Coulomb. Alors maintenant, considérons le cas, dans le vide, du vecteur qu'on va appeler, avec la lettre E majuscule, de champ électrique. Alors ce vecteur champ électrique est simplement défini comme étant un vecteur proportionnel au vecteur d'induction électrique. Alors dans le vide, on va écrire cette relation de la manière suivante. Le champ électrique est égal à 1 qui divise epsilon 0 fois l'induction électrique. Alors qu'est-ce que c'est cet epsilon 0? Eh bien c'est une constante particulière qu'on appelle la permittivité électrique du vide, et cette constante a été mesurée comme étant égale à 8,85 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre. Dans un milieu homogène, qu'est-ce que cela signifie un milieu homogène? C'est un milieu dans lequel les propriétés électriques sont identiques en tout point de son volume. Et dans un milieu qui est en même temps homogène et isotrope, c'est-à-dire dans lequel les propriétés électriques sont identiques dans toutes les directions, on pourrait écrire la chose suivante. Le champ électrique est égal à 1 sur epsilon 0 fois epsilon R, indice R, fois D. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est cette nouvelle grandeur? Eh bien, epsilon R, c'est une grandeur sans unité. C'est simplement ce qu'on appelle la permittivité
relative ou constante diélectrique du milieu. C'est une grandeur sans unité, et évidemment, dans le cas du vide, simplement, epsilon r est égal à 1. Maintenant, plaçons une charge électrique Q2 et mesurons la force agissant sur elle par le champ E1 généré par la charge Q1. Eh bien, dans ce cas-là, on remarque que la force est tout simplement égale au produit de la charge fois le champ électrique. Donc, F est égal à Q2 fois E1. Si le milieu est homogène et isotrope, eh bien la force serait égale aussi à Q1 fois E2. Alors maintenant, si on reprend les mêmes équations qu'on a notées tout à l'heure, on pourra dire que la force est égale à Q2 fois E1. Alors E1 étant égal à 1 sur epsilon 0 fois ER fois Q1 divisé par 4 pi r carré. Et donc, en ce moment-là, on va remarquer quelles sont les grandeurs de ces différentes, disons quelles sont les unités de ces différentes grandeurs. Alors la force, on va la mesurer en newton, le champ électrique en newton par coulomb, ou aussi en volts par mètre. Et finalement, on arrive à la formulation de la loi de Coulomb. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi, qui est une loi très importante, puisqu'elle permet de calculer la force d'attraction entre deux charges, Q1 et Q2. Donc la force d'attraction est égale à K0, c'est un coefficient, qui multiplie le produit des charges, Q1 fois Q2, divisé par la permittivité relative, epsilon r, fois r carré, qui est en fait la distance entre les charges. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que le coefficient K0, si on regarde par rapport aux équations précédentes, on se rend compte qu'il est égal à simplement à 1 qui divise 4 pi epsilon 0. Et dans le cas précis, K0 est égal à 9 fois 10 puissance 9 newton par mètre carré divisé des coulombs carrés. Maintenant, dans le cas de charges qui se trouvent dans des milieux différents, il est intéressant de noter une différence importante, c'est-à-dire dans le cas de l'air, la permittivité relative est très proche à celle du vide, donc égale à 1. Par contre, dans le cas de l'eau, la permittivité relative est beaucoup plus élevée, elle est égale à 80. Et on pourra dire qu'une permittivité relative élevée favorise la dissociation et la solubilité. On va maintenant analyser et regarder plus dans le détail qu'est-ce que c'est le potentiel électrique. Alors regardons qu'est-ce qui se passe en deux points de l'espace A et B. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque un champ électrique existe et lorsque on se déplace de A à B? Eh bien, il y aura un travail qui est effectué. Le travail effectué par le champ électrique le long du chemin AB. Alors ce qui est important, c'est quel que soit le chemin AB, ce qui est important, c'est que ce travail sera dépendant de l'élément de distance qu'on va observer, chaque petit élément de distance dx, et du vecteur champ et majuscule. Donc, ce travail, qu'on va noter W de A à B, est tout simplement égal à l'intégrale de A à B de la force fois le déplacement. Alors, la force fois déplacement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans ce cas-là, en se rappelant que la force exercée par la charge électrique est égale à la charge fois le vecteur champ, on va écrire que le travail de A à B est égal à la charge, puisqu'elle est constante, on peut la sortir de l'intégrale, fois l'intégrale de A à B du vecteur champ fois l'élément de distance, dx. Maintenant, le principe universel de conservation de l'énergie dans un système isolé nous permet d'affirmer que le travail fourni par la force électrique est nécessairement obtenu au détriment d'une autre forme d'énergie, étant donné qu'on n'a pas créé, on n'a pas amené de l'énergie de l'extérieur, ni enlevé de l'énergie à partir de ce système, en admettant que nous nous trouvons dans un système fermé. Donc on va, par exemple, supposer qu'il existe une énergie qu'on va appeler l'énergie potentielle U, dont la diminution équivaut au travail fourni. Donc on va dire que W, le travail fourni, est égal à moins delta U, c'est-à-dire moins variation d'énergie potentielle. Alors si on reprend
l'égalité qu'on a dit tout à l'heure, donc le travail est égal à moins delta U, on peut écrire ça de la manière suivante. WB, le travail au point B moins le travail au point A, est égal à moins l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A. Alors maintenant, en se souvenant ce qu'on avait écrit tout à l'heure, c'est-à-dire que le travail de A à B est égal à Q fois l'intégrale de A à B de E dx, eh bien on va pouvoir écrire cette égalité que la charge Q qui multiplie l'intégrale de A à B du champ fois l'élément de distance dx est égale à moins UB moins UA. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer d'imaginer simplement il existe une grandeur qu'on va appeler V, qui est proportionnelle aussi à la charge, de telle manière qu'on puisse écrire l'égalité suivante, Q fois l'intégrale de A à B de E de x est égale à moins Q fois VB moins VA. Alors là, vous voyez qu'on peut simplifier le Q des deux côtés, et donc, par définition, V qu'on va appeler le potentiel, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposé du travail du champ électrique par unité de charge positive. On pourra donc écrire la chose suivante, que l'intégrale de E dx est égale à moins V, comme vous le voyez sur l'égalité de tout à l'heure. On peut aussi donc dire que le champ est égal à moins gradient de V. C'est la raison pour laquelle on dira que le champ électrique dérive d'un potentiel. Maintenant, on va regarder quelques propriétés importantes des champs électriques. Alors, tout d'abord, une ligne de force. Qu'est-ce que c'est une ligne de force? Une ligne de force est une courbe qui est en tout point tangente au champ électrique. Tout corps chargé est entouré d'un champ électrique qui s'étend théoriquement à l'infini. Alors si on regarde, imaginons deux charges ponctuelles, totalement isolées, on voit une charge positive à gauche, une charge négative à droite. Eh bien, vous voyez qu'on a des lignes de force. Alors les lignes de force s'éloignent des charges positives et elles pointent vers les charges négatives. Toujours dans les propriétés des champs électriques, les champs électriques de plusieurs corps chargés forment un seul champ. Un champ dans lequel il est impossible de distinguer le champ d'une charge du champ des autres charges. Là, vous vous souvenez certainement, on ne fait que reformuler un peu différemment le fameux principe de superposition. Alors regardons ce qui se passe. Ici, on a le cas d'un dipôle. On a un dipôle dans lequel on a deux charges, deux signes différents qui se trouvent à une certaine distance. Alors là, vous voyez qu'on a des lignes de force qui nous permettent de voir qu'on passe facilement de la charge positive à la charge négative, mais vous pouvez aussi observer qu'il y a des lignes de force bien particulières qui vont faire des dessins géométriques importants, des orbites un petit peu éloignées, et on va voir un petit peu plus tard, lorsqu'on va parler des électrodes, que ces lignes de force jouent un rôle important pour pouvoir déterminer la charge électrique de certains milieux biologiques. Mais bien entendu, même si les dipôles sont une réalité très importante en biologique, c'est tout aussi important de se rendre compte que lorsque nous avons deux charges de même signe qui se rapprochent les unes aux autres, ces charges vont au contraire avoir des lignes de force qui, au lieu de pointer les unes vers les autres, eh bien elles vont diverger. Alors là, vous voyez très bien ce qui se passe avec les lignes de force de deux charges positives. On pourrait faire un dessin tout à fait équivalent avec deux charges négatives, simplement les lignes de force auraient une flèche qui, au lieu de partir de la charge vers l'infini, serait dans l'autre sens. Mais les lieux géométriques de ces lignes de force seraient tout à fait identiques. Alors avec cette dernière propriété, on a terminé le sous-chapitre de l'électrostatique et on va maintenant aborder les forces interatomiques et intermoléculaires. Alors dans ce sous-chapitre des forces interatomiques et intermoléculaires, nous allons d'abord examiner la liaison covalente. Alors c'est toujours un bref rappel puisque c'est des notions que vous connaissez certainement par ailleurs en chimie. Alors la liaison covalente, qu'est-ce que c'est? C'est une liaison entre atomes, c'est-à-dire la mise en commun d'électrons.
Ces électrons mis en commun vont compléter l'orbitale externe. C'est donc une manière, en quelque sorte, d'essayer d'atteindre une structure stable comme celle des gaz rares. Alors, bien entendu, le plus simple, c'est le cas de l'hydrogène. L'hydrogène, il a un nombre atomique Z est égal à 1, il a un électron. Lorsque nous avons deux hydrogènes, eh bien, ces deux hydrogènes vont partager l'électron de chacun, et donc lorsqu'ils vont avoir deux électrons, ils vont atteindre une structure plus stable qui est celle de l'hélium, et donc former la molécule H2. Dans le cas du carbone, où nous avons un numéro atomique Z égal à 6, il y a 6 électrons, 2 sur la couche interne et 4 dans la couche externe. Alors les électrons sur la couche externe, eh bien, ils vont avoir tendance à essayer d'attraper 4 autres électrons pour stabiliser cette couche, qui dans le cas de Niels Bohr, on appelait la couche L. Et donc on aura le cas de CH4. Comme vous le voyez ici, on aura 4 électrons qui sont mis en commun par les hydrogènes avec la couche externe du carbone. C'est donc le cas de liaison covalente. Alors la liaison covalente, elle a un certain nombre de propriétés particulières. Le recouvrement des orbitales est maximum, étant donné qu'on a mis en commun les électrons, forcément, ces orbitales vont avoir tendance à prendre les niveaux énergétiques les plus stables, et donc au niveau chimique, ceci correspond à un recouvrement maximal. C'est une liaison forte, c'est une liaison néanmoins de courte distance, puisque nécessairement elle doit faire appel à la mise en commun des orbites, donc ça ne peut pas dépasser la distance de ces orbitales par rapport au noyau des atomes. C'est une liaison qu'on appelle saturable. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, comme vous le savez, à cause du principe d'exclusion quantique de Pauli, on ne pourra pas mettre plus que 2 électrons dans une même case quantique. Et c'est une liaison qui est orientée dans l'espace. Pourquoi elle est orientée dans l'espace? Parce que, à cause du recouvrement maximal des orbites, eh bien, ces orbites vont donner une forme à la molécule, et cette forme, elle sera particulière. Alors, dans le cas de CH4, ça sera une forme tétraédrique. C'est un peu comme le cas de ClO4-, et dans le cas de SF6, eh bien, ça sera un octaèdre. Donc, on voit que très souvent, ces molécules vont avoir tendance à prendre la forme de polyèdre régulier. Dans le cas de la liaison ionique, eh bien, c'est plutôt une liaison électrostatique entre ions. Donc on se rend compte, ce n'est plus la mise en commun d'électrons par les mêmes orbitales, mais une liaison entre ions. Et l'important ici, c'est noter ce terme électrostatique. Alors qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que les atomes ont plutôt tendance à perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour atteindre ce niveau stable qui est celui des gaz rares. Alors dans le cas, par exemple, du sodium, voyons qu'est-ce qui se passe. Le sodium a un numéro atomique égal à 11, donc 11 électrons, 2 sur la couche interne K, 8 sur la deuxième couche L, et 1 sur la troisième couche M. Alors, si on veut raisonner en termes de gaz rares, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que cet atome, sodium, Na, aura plutôt tendance à perdre cet électron qui se trouve à l'extérieur pour essayer d'atteindre la structure du néon. Donc on dira que Na, on va lui enlever un électron, il va devenir Na+, et il aura à ce moment-là 10 électrons, une structure beaucoup plus stable. Dans le cas du chlore, c'est différent. Le chlore, il a un numéro atomique égal à 17 électrons, il en a 7 sur la couche la plus externe, et donc il aura tendance à gagner un électron, devenir Cl-, puisqu'il aura une charge négative en plus, avoir 18 électrons, et donc avoir aussi 8 électrons sur la couche la plus externe, de même type que l'argon. Donc l'attraction électrostatique permettra d'expliquer la formation de cette molécule de NaCl. Le sodium, lui, il va perdre un électron, le chlore, il va en gagner un. Or, le problème, c'est que pour pouvoir avoir une structure beaucoup plus stable, généralement, on va partir d'une structure avec 2 atomes de chlore, de Cl2.
Donc si on veut respecter la stéchiométrie, l'équation sera de la manière suivante. Na qui va se transformer en Na++ plus un électron. Un électron plus un demi de Cl2 donnera un Cl-. Et donc Na plus Cl va donner la molécule Na plus Cl-. Alors, il y a un certain nombre d'atomes qui vont avoir plutôt tendance à capter des électrons ou bien à en perdre. Alors, les halogènes, le fluor, le chlore, le brome et le iode sont caractérisés par avoir 7 électrons sur la couche périphérique. Donc, une tendance à capter un électron. Et lorsqu'on capte un électron, on devient un ion négatif qu'on appelle un anion. Pour les métaux alcalins, comme le lithium, le sodium, le potassium, le rubinium, eh bien, la tendance est plutôt de perdre l'électron qui se trouve à la couche externe, et donc devenir des cations, c'est-à-dire des ions positifs, chargés positivement. Alors, quelques résumés des points saillants de cette liaison ionique. Elle obéit à la loi de Coulomb. Pourquoi? Parce qu'on a parlé d'électrostatique. C'est donc une liaison entre ions, entre charges. Elle peut agir à une distance relativement importante, en tout cas supérieure à la distance des rayons atomiques. Ce qui est très important, c'est que la symétrie de cette liaison est une symétrie sphérique. Elle est non orientée. Pourquoi elle est non orientée? Parce que, en fait, les charges peuvent s'orienter comme elles le souhaitent dans le milieu. Étant donné que la distance est relativement importante, en principe, il n'y aura pas de problème de collision en fonction de la forme. La liaison, elle est non saturable. Évidemment, quand on parle de liaison ionique, on va penser aux cristaux. Alors là, vous vous rendez compte, les cristaux peuvent grandir. Et on sait très bien que dans les Alpes, on trouve des cristaux de très grande taille. Pourquoi un cristal peut grandir? Parce que, justement, la liaison n'étant pas saturable, eh bien, on peut toujours rajouter d'autres atomes et former ce réseau cristallin bien particulier. C'est aussi une liaison d'assez forte énergie, bien que les énergies des liaisons dépendent fortement des atomes qui sont impliqués dans la liaison. On peut dire, pour donner un ordre de grandeur, que l'énergie de la liaison ionique est de l'ordre de 100 kilocalories par mol. Donc une liaison forte. Maintenant, regardons un type de liaison important en biologie, c'est la liaison hydrogène. Pourquoi c'est très important en biologie? Parce que c'est une liaison entre molécules. C'est une liaison entre un hydrogène covalent à un atome électronégatif, qu'on va appeler X. Donc on aura un radical R avec l'atome électronégatif X et l'hydrogène H. Donc, étant donné qu'il est électronégatif, on aura une charge négative sur l'atome électronégatif et une charge positive sur l'atome d'hydrogène. De l'autre côté, on aura un atome électronégatif qui se trouve dans une autre molécule. Ici, c'est représenté par l'Y qui est chargé négativement et un radical R+, qui est positif. Donc, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'électronégativité, c'est-à-dire le pouvoir d'attraction sur les électrons. Alors, ce pouvoir est maximum lorsqu'il manque un électron à la périphérie. On a une électronégativité qui a été mesurée par certaines techniques qui nous permet de, en quelque sorte, établir une échelle des éléments les plus électronégatifs et des moins électronégatifs. Et d'après certaines mesures, on peut dire que le fluor, qui aurait une électronégativité égale à 3,98, a une électronégativité supérieure à celle de l'oxygène, supérieure à celle du chlore et supérieure à celle de l'azote. Bien entendu, il peut exister différentes échelles d'électronégativité en fonction des techniques qui sont employées pour faire cette mesure. En principe, les différences entre ces échelles dépendent des références qui sont prises pour établir cette grandeur d'électronégativité. Mais ce qui est important, c'est que dans l'électronégativité, c'est toujours le déplacement des électrons qui va aller vers le plus électronégatif. Alors, pour compléter les propriétés de la liaison hydrogène, il faut rappeler que les liaisons hydrogènes sont fréquentes entre un groupement donneur d'hydrogène comme le groupement hydroxyle ou NH2 ou un groupement accepteur d'hydrogène
comme le groupement carboxyle, CO ou oxygène ou encore NH. Les liaisons hydrogène mettent en jeu une fraction de la charge élémentaire. C'est donc une énergie d'interaction relativement faible, puisque c'est une fraction de la charge élémentaire. Cette énergie d'interaction est de l'ordre de 5 kcal par mol. Alors les liaisons hydrogène jouent des rôles importants pour l'appariement des bases dans l'ADN et les ARN, pour la structure secondaire des protéines, les hélices alpha ou les feuillets bêta, les liaisons intermoléculaires entre protéines, ou même les liaisons intermoléculaires entre protéines et ADN. Maintenant, on va examiner une forme de liaison aussi très importante en biologie, c'est la liaison de Van der Waals. En particulier, cette liaison va jouer un rôle important pour la structure des membranes cellulaires, comme on le verra dans le prochain chapitre. Alors, la structure de cette liaison, c'est que la caractéristique de cette liaison, c'est une liaison entre dipôles, c'est-à-dire la charge totale est nulle, mais à cause de la présence des charges, il existe un champ électrique. Et donc, s'il y a un champ électrique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des forces électrostatiques qui vont jouer un rôle, et c'est ces forces électrostatiques qu'on appelle parfois les forces de Van der Waals. Alors, lorsqu'on parle de dipôles, il faut distinguer le cas des dipôles permanents. Alors, les dipôles permanents sont des molécules polaires, c'est-à-dire des molécules asymétriques, dans lesquelles le centre de gravité des charges positives est différent du centre de gravité des charges négatives. Alors, le groupe acide, le groupe alcool ou le groupe amine en sont des exemples parmi les plus importants. Alors, ce qui est important, c'est que vous remarquez dans les deux groupes à gauche, acide et alcool, eh bien, vous avez la charge négative qui est sur l'oxygène, la charge positive qui est sur l'hydrogène. Et vous voyez que cette charge est seulement sur un des deux côtés. Par contre, dans le cas du groupe amine, vous avez une charge positive qui est en fait au centre des deux hydrogènes et la charge négative sur l'azote. Donc ceci va donner, bien entendu, des propriétés importantes pour avoir une certaine orientation dans l'espace aussi. Donc dans les dipôles permanents, il faut considérer le cas notamment le plus simple. Nous avons deux charges élémentaires, Q plus et Q moins, un champ électrique et une distance entre ces deux charges. On va donc calculer ce qu'on appelle le moment dipolaire, le moment dipolaire étant simplement le produit de la charge fois la distance. Ça sera donc quelque chose, une grandeur qui se mesure en coulomb fois des mètres. Alors en fait, il y a une unité qui a été choisie pour cette mesure du moment dipolaire qui est le débye. Alors un moment dipolaire qui vaut 4,8 débye est égal au moment dipolaire exercé par une charge élémentaire, donc une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, la charge élémentaire de l'électron, à une distance de 1 angstrom. Un angstrom étant égal à 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, un débye sera égal à 0,33 fois 10 puissance moins 29 coulombs mètres. Alors maintenant, si on regarde le cas de quelques molécules, dans le cas de l'eau, le moment dipolaire sera égal à 1,84 débye. Dans le cas de NH3, il est égal à 1,5, HCl 1,03 et CO 0,12. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément dans le cas de l'acide chlorhydrique, HCl? Eh bien, dans le cas de l'acide chlorhydrique, l'atome chlore aura tendance à attirer l'électron de l'hydrogène. Donc, la liaison aura un caractère partiellement ionique. Maintenant, si la liaison était exclusivement ionique, on aurait un moment dipolaire de l'acide chlorhydrique qui serait égal à 6,1 débye. Pourquoi on peut le calculer aussi bien? Parce que si la liaison était totalement ionique, la molécule serait équivalente à un dipôle formé par les deux charges, positive et négative, placées à la distance internucléaire. Alors en connaissant la taille de ces atomes, on pouvait calculer la distance internucléaire et faire ce calcul très précisément. Or, vous voyez que
lorsqu'on fait la mesure réelle, le moment dipolaire de HCl est généralement plutôt 1,03 au lieu de 6,1. Donc ceci est très important pour dire que, en fait, lorsque nous avons une molécule, eh bien cette molécule n'est pas exclusivement caractérisée par un type de liaison, elle aura des caractères, comme le cas de HCl, bien entendu des caractères ioniques, mais en même temps, ces molécules vont pouvoir s'associer les unes aux autres par des liaisons de types différents qui sont les liaisons de Van der Waals. Maintenant, le cas des dipôles non permanents. Alors, le cas des dipôles non permanents, c'est très simple. Il s'agit de molécules symétriques, par exemple Cl2 ou H2. Ces molécules, normalement, puisqu'elles sont symétriques, ont un centre de gravité des charges positives qui coïncide avec le centre de gravité des charges négatives. Mais lorsqu'elles se trouvent en présence d'un champ électrique, eh bien, il y aura un déplacement de charge, et donc la formation d'un dipôle. La molécule qui est neutre à l'origine, elle va subir une distorsion due à ce champ électrique. Donc, le moment dipolaire va apparaître et permettra de mesurer cette distorsion. C'est ce qu'on appelle aussi la polarisation de distorsion, ou encore appelée la polarisation induite. Donc, si nous avons une distorsion due au champ électrique, eh bien, le moment dipolaire dans le cas des dipôles non permanents, sera égal à une certaine valeur, qui est la polarisabilité de la molécule, qui est donc quelque chose de caractéristique à la molécule. En quelque sorte, cela correspond à la déformation, à la distorsion que peut subir la molécule dans un champ électrique, fois le vecteur champ électrique. Alors notez bien que dans ce cas-là, bien entendu, le moment dipolaire est une grandeur orientée dans l'espace, et c'est pour ça qu'on garde le vecteur, une grandeur vectorielle, étant donné qu'elle va dépendre, bien entendu, de l'orientation du champ électrique. La liaison Van der Waals dépend de la distance. L'énergie d'interaction, elle est très faible. On peut la calculer de l'ordre de 0,3 kcal par mol pour une distance de 30 nanomètres. Elle a une très faible portée de l'ordre de 1 sur R à la puissance 7, non orientée et non saturable. Ces forces de Van der Waals jouent des rôles importants pour la condensation des gaz, la congélation des liquides, conformation tridimensionnelle des macromolécules biologiques et la solvatation des ions. Maintenant, on va faire un très bref rappel sur les forces de répulsion. On a vu en quelque sorte les forces d'attraction qui permettent d'expliquer les liaisons de différents types entre les atomes et entre les molécules. Maintenant, les forces de répulsion, eh bien, les forces de répulsion, elles sont d'ordre électrostatique. On l'avait déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire les charges de même signe ont tendance à se repousser. Et puis, l'autre force importante de répulsion, c'est celle due à l'effet quantique. C'est ce qu'on appelle le principe de Pauli, les pénétrations des nuages électroniques et des cases quantiques. Bien entendu, une case quantique ne pouvant pas être occupée par plus que 2 électrons ayant des spins différents. Alors ces effets sont des effets à très faible portée, et en quelque sorte on peut dire que c'est bien la combinaison de l'attraction et de la répulsion qui permettent de déterminer la distance optimale du point de vue énergétique entre atomes et molécules qui va permettre de définir la forme et l'orientation des liaisons. Alors on va terminer par un tableau récapitulatif sur les forces interatomiques intermoléculaires. Alors ce tableau fait simplement le résumé des principales caractéristiques que nous avons vues tout à l'heure. Ce qui est important, c'est d'observer les forces relatives des liaisons les unes par rapport aux autres, la covalente étant la plus forte de toutes, ensuite la force ionique et la liaison hydrogène, la liaison de Van der Waals étant beaucoup plus faible que les autres. Remarquons aussi que les forces de répulsion, elles sont faibles, surtout parce qu'elles agissent à une distance extrêmement faible et petite, et donc elles jouent un peu moins d'importance que les autres pour certains phénomènes biologiques. Bien entendu, elles jouent une très grande importance pour les phénomènes
chimico-physique. Maintenant, concernant l'orientation et la saturation, rappelons que c'est surtout la liaison covalente qui est bien particulière et différente des autres, étant donné que la liaison covalente, elle est saturable, puisqu'elle concerne la saturation des orbitales, et puis elle est orientée dans l'espace.